Non, je serai très, très court, pas de discours longs. Je suis très content comme consul général d'Italie et représentant aussi l'Institut de culture italienne à Marseille de collaborer, de coopérer avec la Cinémathèque de Toulouse et en particulier sur l'œuvre du réalisateur italien Marco Bellocchio, qui moi personnellement me renvoie à l'atmosphère des années 70, caractérisée par la critique viscérale à la bourgeoisie et à la soi-disant hypocrisie bourgeoise. Nous rappelons tous cette période, non? Au bout de plusieurs années, on peut partager ou ne pas partager cette vision et ces excès. Mais ce qui reste, c'est la grande valeur artistique de l'œuvre de Bellocchio. Et pour ce qui concerne les années 70, la capacité incroyable de représenter une phase politique, sociale et culturelle qui a été très, très similaire en Italie et en France. So, c'est une œuvre très particulière. Voilà. Grazie a tutti e buona serata. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Et on va donc rentrer dans cette œuvre avec nos invités. Merci à vous. Franck, à toi la parole. Merci. Bien, bonsoir. Et pour commencer, je propose de rentrer peut-être directement en fait, dans le sujet. Et première question, en fait, qui en sera 3, c'est comment vous définiriez le cinéma de Marco Bellocchio? Quelle est sa place dans le cinéma italien et quelle est sa réception publique et critique en Italie? D'abord, je voudrais remercier la Cinémathèque de Toulouse pour cet grand honneur d'être ce soir avec vous. Moi, en tant que cinéphile, je pense que c'est dans cette occasion que l'esprit du cinéma continue à vivre. Ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas des mots d'occasion. Je crois vraiment à l'idée que quand il y a des gens qui regardent ensemble un film, qui discutent de cinéma, c'est presque déjà faire un film, car ça garde en vie l'envie et l'esprit de continuer à discuter, de faire des films et à rêver du cinéma. Et dans cette salle incroyable, parler du cinéma de Marco Bellocchio, c'est presque déjà comme une démarche bellocchienne, ça veut dire comme ça. On est dans le ventre d'un cinéma, on projette de rêves, on y est déjà dedans. Par rapport à l'œuvre de Marco Bellocchio, c'est une œuvre assez singulière. C'est une œuvre qui n'a pas de précédent en Italie et que je suis presque convaincu qu'il n'y aura pas de gens qui vont recueillir ça, car c'est vraiment l'expression d'une singularité d'un poète. Et ce n'est pas seulement par rapport aux choses les plus identifiables qu'on dit toujours de son œuvre, c'est-à-dire la folie, la psychanalyse, tout ça, mais c'est vraiment la création d'un poète qui a engagé avec le cinéma une corps à corps, pour citer Paul Vecchiali, un cœur à corps assez fort où il a remis constamment en discussion le cinéma et comment faire le cinéma. Et bien sûr, le cinéma de Bellocchio, c'est un cinéma qui met en question l'ordre social, met en question le monde, met en question les relations sexuelles et tout ça. Mais comment il fait ça à partir de se mettre lui-même d'abord toujours en discussion. Et c'est pour cette raison-là que je crois que l'œuvre de Bellocchio, c'est une unicum. C'est vraiment unique par rapport au fait que il a essayé presque d'effacer son propre œuvre pour regarder constamment avant lui. Il n'a jamais regardé en arrière. Et il a été toujours projeté dans le futur, mais en gardant sa place dans le présent. Et par rapport au cinéma italien, qui par contre est un cinéma qui essaie de avancer d'une façon un peu plus tranquille,
l'œuvre de Bellocchio est vraiment une sorte d'anarchie créative assez réjouissante. Il y a ce plaisir de bâtir des choses en détruisant ce qu'il y avait avant. Et surtout dans sa période des années 70, quand Bellocchio avait engagé vraiment un corps à corps assez féroce avec le cinéma, car le cinéma était le langage de l'industrie bourgeoise et tout ça. Ça, c'est vraiment un moment où il n'y a pas eu un réalisateur qui a mené ce combat avec tant de détermination comme Marco Bellocchio. Par exemple, Pasolini, il était un poète, il essayait de faire du cinéma de la poésie, mais Bellocchio, il essayait vraiment de détruire le cinéma et de faire du cinéma avec ce qui restait, avec le débris de cette destruction. Et par contre, Bertolucci, il avait toujours le rêve du grand cinéma, c'est-à-dire de presque entrecroiser le rêve moderniste de Godard avec la grandeur de Renoir, mais aussi d'Hollywood. Donc c'était une rêve complètement cinéphilique. Bellocchio, par contre, n'a jamais été un cinéphile. Il a été un cinéaste. Donc sa passion de cinéaste, c'était vraiment dans l'engagement par rapport au langage, c'est-à-dire comment dialoguer avec cette forme qui est toujours en train qui a en soi presque le désir d'être bourgeois. Et donc c'est vraiment passionnant par rapport à ça. Mais je voudrais conclure cette petite introduction un peu comme ça, mais je voudrais vraiment dire que quand je pense à Bellocchio, je pense à un poète avant tout. Un poète est un grand créateur de formes cinématographiques. Ouais, on va y revenir. Pier Giorgio, Simone, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Aggiungere qualcosa? No, mi sembra che Giona in qualche maniera ha come dire, riassunto una visione del cinema di Marco abbastanza completa. Io non ho molto da aggiungere a questa sua presentazione, tranne poi dopo andremo dentro gli argomenti del cinema di Marco andando avanti, però Marco è quello che in qualche maniera ha descritto Giona, per cui io non ho nulla da aggiungere in questa fase del dibattito. Je n'ai rien à rajouter. Je peux juste dire que je suis tout à fait d'accord avec ces résumés de la vision du cinéma de Marco. Et je veux rentrer dans les détails après de cette discussion. Mais cette présentation de Marco est vraiment ce que je pense et je peux décrire de la même manière. Io volevo solo dire una cosa. Innanzitutto che Marco è veramente molto onorato di questa retrospettiva in questa importante cineteca. Non è potuto venire, era indeciso fino all'ultimo perché deve assolutamente chiudere l'ultimo film. Marco Bellocchio est enchanté d'avoir été invité par la Cinémathèque de Toulouse. Et s'il n'est pas là, c'est parce qu'il avait des problèmes vraiment pratiques. Il doit terminer son dernier film. E sulla tua domanda ho pensato a una cosa. Ieri parlavo con una signora che mi diceva che non ci sono film belli e film brutti. Ci sono film onesti o film non onesti. Ecco, io credo che il cinema di Marco sia un cinema onesto. Lui è proprio onesto con se stesso, con i suoi progetti, con i suoi collaboratori, con il suo pubblico, e questo è un modo molto che si vede molto nei suoi film. Ecco, lui quando lavori con Marco c'è sempre questa grande onestà di base, di cercare di fare cose, crederci e avere un'onestà di fondo molto forte. Ecco, quindi questo volevo dire. Hier, j'ai rencontré une dame qui m'a dit il n'y a pas de films, des beaux films ou des mauvais films, il y a seulement des films honnêtes, des films qui ne sont pas honnêtes. Donc pour moi, les films de Marco Bellocchio sont des films très honnêtes parce que lui est quelqu'un de très honnête avec son équipe, avec ses collaborateurs et surtout avec lui-même. Et c'est ça qu'on retrouve dans ses films. Lui, il croit vraiment dans ses films et dans ce qu'il fait.
No, l'onestà, e forse adesso parlando oltre all'onestà, l'altra cosa che può completare è la grande coerenza. Marco è un uomo artisticamente di una coerenza e di un'intransigenza nei confronti di se stesso assoluto, per cui se uno vede l'intero arco della sua carriera non è mai sceso a compromessi rispetto alla sua arte, e questo a discapito a volte anche di cavalcare momenti di grande successo, ma non gli è mai interessato questo, perché poi alla fine ha sempre prevalso la sua onestà e la sua coerenza rispetto alle sue idee, rispetto al suo modo di affrontare il cinema, ma anche la vita. Je rajoute aussi, au-delà de l'honnêteté, aussi la cohérence. Marco était toujours cohérent avec lui, et surtout il a été intransigeant envers lui-même, et il n'a jamais accepté des compromis, même dans des moments de sa vie où il aurait pu avoir beaucoup plus de succès. Il n'a jamais accepté des compromis. Et du coup, je vous propose peut-être de rentrer un peu plus dans justement dans la forme, dans ce qui fait, dans ce qui peut faire la singularité du cinéma de Marco Bellocchio. En France, on a tendance à le voir comme un cinéaste politique, un cinéaste qui est en rébellion ou qui agite des sujets de société et qu'on appelle cinéaste politique. Et je pense qu'effectivement, ces questions politiques, ces sujets-là sont présents dans son cinéma, mais il me semble qu'effectivement, il y a quelque chose de plus, dans le sens où il y a une écriture. Et alors moi, je dirais, souvent on parle de films, on peut parler de films psychologiques, mais moi j'ai l'impression que chez Bellocchio, on a affaire à un cinéma, pour le coup, psychanalytique. Et comme si chaque film était une séance. Alors, je ne sais pas si en italien ça se dit pareil, mais en français, on parle d'une séance chez le psy, comme on parle d'une séance de cinéma. Et c'est comme s'il y avait vraiment un rapport entre les deux, et comme si son cinéma, à travers le cinéma, il posait la question du cinéma, il posait la question de l'homme, des hommes et des femmes, et en même temps qu'il pose également la question de la société italienne, tout ça, mais tout en travaillant en fait le matériau du cinéma. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sì, è anche giusto. Io, nel senso, c'è una parola che nella tua esposizione tu non hai detto, che secondo me è abbastanza centrale. Il cinema di Marco sia un cinema politico, un cinema psicanalitico, un cinema che ha affrontato negli anni soprattutto i rapporti e le relazioni umane, ma è un cinema che per la grande maggior parte, poi in quasi tutti i suoi film, ha per sfondo una grande istituzione italiana, che è la famiglia. Il cinema di Marco affronta i grandi temi della politica, della psicanalisi, dei rapporti umani, ma concentrandosi quasi sempre sulla famiglia, ovviamente concentrandosi sulla famiglia in maniera critica, in maniera feroce, demolendola, mai esaltandola, però anche in film dove c'era una forte matrice politica, anche in film recenti, basti pensare anche soltanto Vincere è un film sicuramente politico, ma è anche un film sicuramente sulla famiglia, sulle relazioni tra un figlio, una madre, un padre, e questo è qualcosa di centrale nel cinema di Marco, dai Pugni in tasca fino ai giorni d'oggi. Oui, c'est vrai, il y a juste un mot que tu n'as pas dit, et alors, c'est vrai que c'est un cinéma politique, psychanalytique, mais il y a aussi un mot que tu n'as pas cité, c'est les mots famille, et surtout les mots liés au concept des relations humaines. Donc, la famille est toujours dans les films de Bellocchio. Son cinéma se concentre
tout le temps sur la famille et la critique du concept même de famille. Donc c'est un critique féroce. Il détruit les concepts même de famille et il exalte jamais ces concepts. Même dans les films Vincere, qui est un film bien évidemment politique, il y a ces regards sur la famille parce qu'il y a la relation entre un père, un fils et une mère. Et donc à nouveau, il y a ces rapports avec l'étude des relations familiales. Et c'est ça. La question de la psychanalyse dans le cinéma de Marco est assez complexe. Et c'est pas possible d'aborder ce sujet sans se souvenir que Bellocchio lui-même a fait un travail assez fort et assez... il s'agissait d'un travail qui, à l'époque, en Italie, a donné plein de discussions, disons-la comme ça, plein de discussions. Mais, comme justement disait Pier Giorgio, Marco a fait ça en tant que discours presque public. Il ne s'est pas caché derrière le cabinet d'un psy en se cachant du domaine public. Quand il a fait son parcours de psychanalyse, la psychanalyse collective, comme ça, et avec tous ces... Ce sont vraiment de sacrés sujets, mais la destruction du mythe de Freud à travers Lacan et l'analyse collective en tant que lutte politique et tout ça. Marco, il était là, au centre, on le voyait. Il ne s'est pas caché quand la façon de croiser, c'est ce qui restait de l'idéologie des années 70, c'est ce qui restait du maoïsme, la façon de presque militariser Lacan à travers l'engagement politique, il était là. Il était en première ligne. Et c'est pour cette raison-là que la critique italienne n'a pas trouvé le moyen de dialoguer avec lui en tant que cinéaste en ce moment particulier-là, car les mots de passe de ce moment-là, ce sont des mots de passe féroces. Donc, soit on est dedans un discours, qu'on le partage ou pas, mais il est vraiment essentiel de comprendre de ce qu'on parle. Sinon, on n'arrive pas à... C'est trop facile de dire « Ah, voilà, et il se traîne avec un gourou. » Bon, ça veut dire rien. Ça veut dire rien. Et encore aujourd'hui, la grande partie de la critique italienne, mais aussi du reste du monde, a un très grand problème à se relationner à ce moment-là de l'œuvre de Marco, qui par contre est vraiment le moment où le cinéma de Marco renaît. Ça ne veut pas dire qu'il était mort, mais il renaît car si vous voyez en tant que film, voyez avec un œil pas seulement de la cinémologie, mais vraiment la forme de ce film-là qu'il a fait pendant ces périodes-là, ce sont des films d'une clarté presque hallucinatoire. Ce sont des plans où il y a la lumière est l'élément essentiel. Le Diable au corps, c'est un film sur la lumière. La Condanne est un film sur la parole et la mise en scène de la parole en tant que lumière du cadre. C'est pas le discours, si on peut faire ça, violer une femme dans un musée comme ça, et c'est un truc un peu machiste, chauviniste. Non, c'est pas ça. C'est de trouver un théâtre ou mettre en scène, c'est ce qui est au cœur des relations entre hommes et femmes et comment ces choses-là peuvent devenir une nouvelle proposition de cinéma. Donc, ce n'était pas la rhétorique comment on l'a raconté à l'époque. Et encore aujourd'hui, on a des problèmes en Italie à se confronter. Car même si on ne partage pas le point de vue de Marco à l'époque, Marco posait des questions à la société italienne, des questions assez fortes, assez précises. Il ne disait pas, et ce n'était pas des trucs abstraits, il disait des choses assez précises par rapport au sexe, à la société, c'est ce qui restait des utopies des années 70, blablabla. Et surtout, il posait une question, qu'est-ce qu'on veut faire avec le cinéma en tout ça? Moi, en tant que cinéaste, moi je dis ça. Et ces discours de Marco n'ont pas donné lieu à une conversation, car la société italienne du cinéma, de politique, s'est renfermée sur elle-même, a dit « Oh, on ne veut pas parler de ça.
on ne parle pas de ça. Et donc, on a dit, bon, ce sont des films ratés, c'est ça, c'est cela. Non. Donc, c'est vraiment assez particulier. Et moi, je crois que cette période-là, c'est une période de Marco extrêmement enthousiasmante. Si on voit un film comme La Condanna, c'est vraiment presque un ballet, un musical de Vincente Minnelli, sans la musique, sans les décors, mais avec toutes les pulsions et les désirs que Minnelli mettait dans son film, et qui par contre étaient cachés par le décor et tout ça. Bon, je ne vais pas élargir trop le cadre, mais c'est vraiment un moment central de l'œuvre de Bellocchio, car à partir de ce moment-là, il arrive à un certain moment à faire Il Principe di Homburg, que, encore une fois, comme justement disait Pier Giorgio, c'est la relation d'un fils et d'un père, et le moment central de ce film, c'est la révélation du cinéma quand le prince est en prison, et il y a la lanterne magique qui tourne et l'ombre des soldats projetée sur le mur de la prison, presque comme dans une cave de Platon. Et donc il y a l'épiphanie, la révélation du cinéma en tant que lutte avec le père. Et pour moi, si je dois choisir un plan de Bellocchio, c'est exactement ce plan-là, car il dit tout ce qu'il y a à dire sur son cinéma à un certain moment, mais c'est surtout un plan d'une beauté époustouflante. C'est vraiment la beauté et la force presque barbare dans son lyrisme du cinéma de Marco Bellocchio qui triomphe dans ces moments-là. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce sentiment aussi, peut-être d'une première période qui était, on va dire, dans les années 70, période de destruction, et après vraiment période des années 80 jusqu'au Prince de Hombourg, qui est de ces ruines, finalement qu'est-ce qui reste, et de revenir aux sources du cinéma, la lumière, pour ensuite repartir dans un nouveau cycle qui est, me semble-t-il, celui de la projection, comme vous disiez, par rapport justement à cet exemple-là, et de la projection, mais qui se retrouve même dans sa manière de mener le récit, me semble-t-il, dans ces derniers films, où il y a toujours cette question de la projection, mais même qui était déjà présent avant, que ce soit la projection mentale, mais qui est mise au même plan que l'action elle-même. Je pense à Le saut dans le vide, par exemple, où il y a ces enfants qui sont comme des fantômes en chemise de nuit, qui errent dans l'appartement, et qui sont finalement les projections mentales des deux personnages, de Piccoli, Yannick Aimé, et tout ça est sur le même. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas d'effet spécial, de transparence ou de choses comme ça. Tout est là présent au même moment, au même plan, vraiment au même plan. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, assez typique de son cinéma, et, me semble-t-il, une écriture complètement unique. Moi, vous l'avez dit d'une façon irréprochable, c'est vraiment comme ça, car le cinéma de Marco Bellocchio, c'est un film fait de chair et os, et c'est pas un cinéma idéalistique, même quand il a le rêve. On a toujours dans le cadre les rêveurs. Le rêve, c'est jamais quelque chose d'abstrait. Le rêve, c'est le résultat d'une relation. Il y a quelqu'un qui rêve, et il y a une société qui est censée... Société, je pense avec société aussi deux personnes, pas nécessairement le cadre sociopolitique. Mais quand quelqu'un rêve, ce rêve doit arriver à quelqu'un d'autre. Et si l'autre veut accueillir ce rêve, ça, peut-être, c'est déjà le principe du cinéma ou de la parole qui passe, de la transmission. Donc, c'est un acte d'honnêteté politique de montrer celui qui rêve, comment il rêve, pourquoi il rêve. Ce n'est pas l'abstraction idéaliste du rêve. « Oh, je rêve. » Non. Rêver dans le cinéma de Bellocchio, et dans ce sens-là, il est vraiment, entre guillemets, un cinéma communiste, c'est un travail. Le rêve, c'est quelqu'un qui a les outils de la production, de l'inconscient, tout ça, et il le met à disposition d'un groupe de personnes. Donc, le rêver, c'est faire un travail, c'est travailler, c'est mettre en discussion, c'est le moyen de la
production de l'inconscient et socialiser ça. Donc, je trouve que c'est ce que vous avez dit, l'avez dit. Et on le verra tout à l'heure dans Buongiorno Notte, justement aussi cette question du rêve, justement dans la mise en scène, dans le rapport entre je crois que c'est Chiara, le personnage féminin. Penso che la questione del sogno in qualche maniera, il lungo periodo in cui il cinema di Marco è stato fortemente influenzato dalla sua ricerca personale. Tutto il cinema di Marco è sempre stato molto influenzato dalla sua ricerca personale, ma in particolar modo c'è un decennio, forse un po' 14 anni di cinema che partono da Salto nel vuoto e arrivano al Sogno della farfalla. E che Il sogno della farfalla è proprio un film che già nel titolo porta proprio il discorso che il titolo in francese è Le Rêve de Papillon, esatto, ed era solo per citare un film nel quale è proprio il punto d'arrivo di tutto un percorso che lui ha portato avanti con la famosa onestà e la famosa coerenza di cui parlavamo prima, e che è andato a concludersi con un film assolutamente legato ai sogni proprio, e non tanto al sogno come diciamo, ai sogni nel senso proprio i suoi sogni anche, e che però guarda caso il film in cui culmina tutto il suo cinema legato alla sua ricerca psicanalitica è un film che ha al centro come protagonista una famiglia. Volevo solo dire questa cosa, non ho molto altro da aggiungere, Giovanna, per cui... Parlo delle transizioni. Après une longue période, Marco avait été influencé bien évidemment par une recherche personnelle. Donc il fait un travail de recherche sur les thèmes de rêve. Et ça fait partie de tout son parcours, mais en particulier, je veux parler d'un film qui s'appelle Il sogno della farfalla, donc Les rêves du papillon. Et en fait, il fait un parcours et il termine ses parcours et ses travaux personnels avec ses films. C'est pour lui un point d'arrivée de sa carrière. Et s'il est arrivé jusqu'à là, c'est grâce bien évidemment à son honnêteté et à sa cohérence. Mais je veux vraiment souligner que ce parcours se termine avec un film qui est lié au thème du rêve et aussi à la recherche psychanalytique et au thème de la famille. Alors justement, un autre, me semble-t-il, une autre part importante dans le cinéma de Marco Bellocchio, c'est, moi j'appelle ça la gémelléité, du coup, qui est dualité et miroir qu'on retrouve souvent dans ces films, alors que ce soit à l'intérieur même des films. Je pense par exemple à Sangue del mio sangue, où vous interprétez deux rôles différents dans deux époques différentes. Je pense aussi à Vincere, dont on parlait tout à l'heure, où le même acteur joue Mussolini et le fils de Mussolini quand il est adulte. Mais ça peut être aussi dans des lieux, Sangue del mio sangue, qui est tourné dans la même ville qu'a été tourné son premier Les poings dans les poches. Ça peut être aussi donc la question directement du jumeau, qui est dans les yeux, la bouche, mais également aussi dans Sangue del mio sangue. Et je crois bien qu'il avait un frère jumeau qui s'est suicidé quand il était encore très jeune. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans son cinéma de façon consciente, ou est-ce que c'est vraiment de façon complètement inconsciente? Est-ce que Allora,
la vita di Marco, come stiamo dicendo, e quindi anche le vicende della sua vita personale sono dentro i suoi film, in tutti i suoi film. Tutti i film di Marco parlano di Marco comunque, quasi sempre, se non sempre. Marco aveva un fratello gemello che si suicidò moltissimi anni fa, quando ancora erano ragazzi, e quello fu un evento della sua vita estremamente faticoso e difficile per lui da affrontare, da elaborare, tant'è che è uno di quegli eventi di cui in casa non si è mai parlato e ancora oggi non se ne parla. Vuoi intanto tradurre questo primo round? Vai, quindi facciamo prima. Donc la vie de Marco et sa vie privée sont dans tous ses films. C'est vrai, il avait un frère jumeau qui s'est suicidé quand il était encore jeune. Et pour lui, ça a été un moment bien évidemment très difficile et très douloureux de sa vie et très difficile à élaborer. Et de cet épisode, on n'a jamais parlé dans notre famille chez nous. Era suo fratello gemello. Non era semplicemente suo fratello, era il suo gemello, nati lo stesso giorno, nello stesso momento, alla stessa ora. E questo grande trauma, chiamiamolo come vogliamo, della sua vita, lui lo ha tentato di affrontare già una prima volta in un suo film di metà anni '80 che era Gli occhi e la bocca. Film che lui stesso però giudica in maniera non negativa, però non entusiasta. Era come dire: io ho affrontato in quel film questo argomento, ma non sono soddisfatto di come l'ho affrontato, non sono appagato di come l'ho affrontato. E poi in Sangue del mio sangue, invece, molti anni dopo, lo riaffronta in maniera molto più chiara, molto più precisa e anche molto più forte, perché in realtà in Sangue del mio sangue i due personaggi che io interpreto sono lo stesso personaggio ma a distanza di 400 anni, ma nella storia ambientata nel 1400 c'è proprio il gemello e c'è proprio l'immagine del suicidio del gemello che si affoga nel fiume. C'est vraiment son jumeau, c'est vraiment un jumeau, c'est pas tout simplement un frère. C'était un énorme traumatisme de la vie de Marco. Il a essayé d'aborder ces sujets à la moitié des années 80 avec un film qui s'appelle Gli occhi e la bocca. Et il n'était pas enthousiaste du résultat de ce film, il n'était pas satisfait. C'est pour cette raison qu'il aborde à nouveau les sujets dans les films Sangue del mio sangue, où il aborde à nouveau ces sujets, mais de façon beaucoup plus forte. Et en fait, moi, je joue la même personne dans une distance de 400 années, mais c'est vraiment le même personnage. Donc, il y a une distance dans les temps, mais je joue vraiment la même personne. Et là... No? Si suicida. Sì, che si suicida. C'è proprio l'immagine del gemello che si uccide. Et vous voyez sur l'écran, voilà, donc Bellocchio représente aussi le moment de suicide sur l'écran, sur la scène. E questo anche per dire che poi quello che spesso ho sentito dire a Marco in tanti anni, ma che poi vedendo i suoi film è quel legame assoluto che c'è tra il suo cinema e lui come persona, è anche legato al fatto che attraverso il suo cinema Marco, come dice lui, ha anche curato le sue ferite, ha anche curato, affrontato, sviluppato i suoi drammi, e però questo l'ha potuto fare anche attraverso l'avere il coraggio di affrontare per tanti anni della sua vita una ricerca psicanalitica estremamente seria e profonda, che gli ha consentito anche di rigenerarsi. Cioè, come dico spesso ai critici italiani, tutto il grande cinema di Marco Bellocchio negli ultimi 15 anni, senza il cinema precedente, non ci sarebbe mai stato. Poco da fare, non se ne esce. Marco est très lié à son cinéma, il est lié d'une manière très très forte à son cinéma, et il faut dire qu'en fait
à travers son cinéma, il a essayé de soigner ses blessures, sa douleur et ses traumatismes. Et donc, il a fait, avec beaucoup de courage, un travail de recherche psychanalytique à travers le cinéma. Mais je souligne qu'il a eu vraiment le courage d'aborder ces traumatismes à travers le cinéma. Et j'ai dit que le grand cinéma de Bellocchio des derniers 15 ans, il ne serait pas là s'il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu avant. Et du coup, je pense à quelque chose, j'en profite dans la lancée. Par rapport à la famille, puisque on parlait tout à l'heure de la famille, de l'importance de la famille qui est une institution qu'il met à mal dans ses films. Mais dans la vraie vie, c'est comment? Parce que, par contre, j'ai l'impression qu'il a une famille de cinéma qui est très soudée, très présente, et vous-même qui jouez dans plusieurs de ces films, du coup, comment ça se passe? Parce que c'est en famille. Sì, nel senso, noi siamo una grande famiglia di cinema, una famiglia che sul cinema ha costruito le proprie relazioni e i propri rapporti. Insomma, per chiuderla con una battuta, noi come famiglia Bellocchio non ci siamo mai riuniti nelle feste canoniche, a Natale, a Capodanno. Noi come famiglia Bellocchio ci riuniamo per fare cinema. Ed è attraverso il fare cinema insieme che la nostra famiglia comunque è rimasta una famiglia a dispetto di tante altre, una famiglia unita, una famiglia con dei rapporti sani, una famiglia affettiva, una famiglia che comunque io, mia sorella, mio padre, la madre di mia sorella, insomma, Simone anche ormai fa parte della nostra famiglia, è una famiglia comunque cioè, però sì, è vero, la nostra famiglia è una famiglia di cinema, ma non tanto perché facciamo il cinema insieme, ma perché è proprio quello il territorio sul quale abbiamo costruito i nostri rapporti. Il rapporto tra me e mio padre è un rapporto che ha avuto la fortuna di diventare un grande rapporto attraverso il cinema. C'est vrai, nous sommes une grande famille de cinéma. C'est à partir du cinéma que nous avons construit nos rapports familiales. Et c'est vrai que nous ne nous retrouvons pas pour les réveillons, pour Noël, mais pour travailler ensemble sur les cinémas. Nous sommes une famille très unie, nous avons de très bons rapports, mais c'est vrai que la façon dans laquelle nous nous rencontrons, c'est vraiment pour faire du cinéma. Et no, tu hai detto che siete una famiglia che si riunisce per fare cinema. A me è venuto in mente fare cinema. Certo, sì. Perché Marco e Giorgio da 22 anni tengono una scuola di cinema a Bobbio, che è il paese, diciamo, dove i ragazzi, c'è un festival anche, no? E io quando sono stato studente di questo workshop, e lì li ho conosciuti, c'erano tutti, lavoravano assieme, e poi per esempio Sorelle Mai, che secondo me è uno dei film più delicati, proprio veramente girato in 10 anni, è stato fatto con Giorgio, Elena, le sorelle di Marco, gli amici di Marco, insomma questo legame è vero, insomma, cioè proprio ha la sua massima, come dire, espressione a Bobbio a fare cinema, dove ogni anno per 15 giorni fanno festival e workshop con i ragazzi, dove girano cioè dove girano film poi. Il y a une école de cinéma à Bobbio, c'est un petit village à côté de Piacenza, donc c'est à Emilia, c'est au milieu de l'Italie. Et c'est là-bas que Simone a rencontré Bellocchio. Et en fait, rencontrer Bellocchio, ça veut dire aussi rencontrer toute sa famille. Il cite le film Sorelle Mai qui a été tourné il y a 10 ans. Et dans ce film, il y a les sœurs, les amis et les frères de Marco et de Pier Giorgio. Donc c'est vraiment un lien avec toute la famille. Senza contare che poi Marco spesso nei suoi film ama aggregare anche altri. Io penso per esempio nella Baglia aveva fatto fare 2 piccoli ruoli anche a mia suocera, a mia cognata, cioè nel senso è uno che comunque gli piace prendere la sua famiglia e coinvolgerla nel fare cinema, perché è il momento, perché lui fa solo quello.
Cioè, come dire, Marco è uno ossessionato dal cinema. Marco fa solo cinema da quando si sveglia la mattina a quando si addormenta la sera. E l'unica maniera quindi per entrare in rapporto con lui è fare cinema. Se non fai cinema diventa difficile avere un rapporto con Marco. Sì, no, lui va in ufficio alle 8 del mattino, va via alle 8 di sera, 7 giorni su 7. E tutto il tempo a scrivere, a pensare, a immaginare. Tutto. E il sabato mi chiama, ma vieni in ufficio. Va bene. Va bene. Marco, donc, bon, je vais résumer. Non, il dit que dans le film La Balle, en fait, il y a une grand-mère et aussi d'autres composants de la famille. Donc, en fait, l'idée, c'est que la seule façon de rentrer en contact avec Marco, c'est de faire des films avec lui. Parce qu'il est obsédé par le cinéma, il fait que du cinéma toute la journée. Et donc, la seule façon de le voir, de le rencontrer, d'être avec lui, c'est de faire du cinéma avec lui. Et donc, il cite le fait qu'il travaille 7 jours sur 7, de 8h à 8h, et qui parfois, il appelle le samedi Simone pour dire est-ce que tu es prêt. Donc. Et peut-être, mais justement, Simone, comment ça s'est passé pour Buongiorno, Sangue del mio sangue, qu'on verra demain, qu'on projettera demain. Et moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu l'an dernier. Mais c'est un film, voilà, je trouve que c'est un film fort, mais qui peut rebuter, j'imagine, surtout à la lecture du scénario, comme ça. Comment un producteur se lance là-dedans, dans cette histoire? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? No. No, quando abbiamo iniziato a parlare, allora innanzitutto il progetto nasce a Bobbio da un cortometraggio che girammo con Giorgio, Elena, sempre tutta la famiglia. Marco era rimasto molto contento e mi disse vorrei farci un film. E ha scritto la sceneggiatura e io non posso andare da Marco e dirgli no, guarda, fa schifo. Quindi a me interessava invece tanto, cioè non abbiamo mai pensato di cambiarla la sceneggiatura, perché proprio la sfida. Ah, scusa. Il y a un projet qui est né à Bobbio à partir d'un court-métrage qui avait été tourné avec toute la famille Bellocchio. Marc était très content du résultat de ce court-métrage et voulait en faire un film. Donc il avait commencé à écrire le scénario et moi je ne pouvais pas lui dire que je l'aimais pas, que j'étais pas content. Perché l'idea del film alla base è tutta la sua ricerca, tutto quello che abbiamo detto, però era anche proprio lavorare sul tempo così tanto, cioè una parte ambientata nel 600, una parte contemporanea, che lo fa uscire il film dagli schemi soliti, no? Anche proprio distributivi e di pubblico. Era un'operazione comunque complicata da quel punto di vista, però era proprio quello, quando un grande autore come Marco vuole tentare di fare qualcosa di diverso, è lì la sfida dove è bello lavorare. E quindi insomma siamo partiti, non abbiamo mai, cioè ci siamo totalmente, come giusto che sia, fidati del regista e siamo andati avanti e ci hanno supportato. È una coproduzione con la Francia, e la Svizzera, quindi cioè, ci si è mossi, però non abbiamo mai avuto, come dire, timore, ecco, perché sapevamo che stavamo facendo un qualcosa di diverso dal solito. Non so se ho risposto. L'idée de ce film était très intéressant, mais c'était un film très difficile parce que c'était un film qui était dans deux temps différents, le 600 et 600. Et l'actualité. Donc c'est un film très difficile à réaliser et c'est un film aussi difficile à promouvoir après parce qu'il sort des schémas normaux de projection des cinémas. Donc
c'était une opération très complexe, mais Marco aime beaucoup se donner voilà, des choses à faire un peu impossibles. Donc nous lui avons fait confiance. Et moi, j'ai jamais eu de problème parce que je lui fais totalement confiance. C'est une coproduction française-suisse. Et nous n'avons jamais eu de problème parce que c'est quelqu'un qui s'y croit dans quelque chose, il y va à fond. Marco è uno che da quando io lavoro con lui, ed è tanto tempo, lui si è sempre nella vita, rispetto al suo cinema, assunto tutte le responsabilità del suo cinema. Non è mai stato uno che ha rimesso sulle spalle di un produttore o di un attore o di uno sceneggiatore o di un direttore della fotografia un qualcosa a livello di responsabilità rispetto a quello che poi alla fine viene fuori. Lui si è sempre assunto e continuerà ad assumersi sempre tutte le responsabilità del suo cinema, ovviamente perché si fa come dice lui. Depuis que j'ai travaillé avec lui, je peux dire qu'il a toujours assuré ce qu'il fait. Il prend toujours les responsabilités et il donne jamais des responsabilités aux autres s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours voilà, très, très fidèle à soi-même et donc qui l'assume sur soi, tous les procès. Peut-être une dernière question et après on va vous laisser la parole. On va laisser s'il y a des questions dans le public, mais une dernière question, enfin pour vous trois, mais peut-être plus pour Diona. Du coup, sur cette question du cinéma, parce que j'ai repensé là sur cette question en fait du cinéma, où effectivement je me doute bien qu'il doit vivre, penser cinéma tout le temps, parce qu'on le retrouve dans ces films. Il y a toujours cette question du cinéma. J'ai envie de dire et des images et des archives. Par exemple, on parlait de Vincere où le cinéma est très présent, mais pas simplement pour illustrer une période, mais comme un reflet aussi des émotions de ce qui se passe. Et je repense à hier, c'était Sony Infranti. Aussi, il y avait des images d'archives audiovisuelles, des archives audiovisuelles donc des années, c'était 70-78, au moment de l'assassinat d'Aldo Moro. Et dans Buongiorno Notte, qu'on va voir tout à l'heure, c'est pareil. Il y a également aussi une utilisation d'archives audiovisuelles, mais qui l'utilisent pas juste comme ça, comme une illustration. Il y a tout un travail de mise en scène, travail aussi avec le son, de la façon dont ces images sont amenées dans le récit. Est-ce que ça va encore aussi dans ce sens-là du travail du cinéma, j'allais dire presque jusqu'à la matière même de films passés ou d'images passées? Je crois que refilmer une image, c'est un acte politique. Donc, quand Marco Bellocchio, dans ses films, utilise l'archive, soit que ce soit la Passion de Cristo, de cette pionnière du cinéma muet italien Antamono, ça veut dire, c'est presque un témoignage physique d'un langage qui prend forme. Donc l'archive, c'est pas simplement l'archive un peu fétichiste de ceux qui vont prendre des images ici et là, mais c'est presque toucher la chair vivante d'une mémoire et surtout, encore une fois, la chair vivante d'un travail, car le cinéma c'est un travail. Pier Giorgio l'a expliqué très bien quand il dit la micro-communauté de la famille, ça s'appelle faire un travail ensemble. Serge Janet disait que la seule chose vraiment passionnante dans le cinéma, c'était regarder des gens qui travaillent ensemble. Et par rapport à Buongiorno Notte, la façon dont Marco travaille sur les images d'archives, c'est déjà une approche politique, c'est la déconstruction d'un inconscient médiatisé dans un moment historique assez précis. Et Buongiorno Notte, c'est un film assez passionnant, exactement car je crois qu'il existe 3 versions, pas filmiques, mais au moins au niveau de l'élaboration. Vous savez que Marco est un peintre
et il commence à visualiser sur papier presque plan pour plan ces films. Et c'est un processus très passionnant. On a même organisé en Italie une exposition à laquelle doit beaucoup à Simone, car moi je lui demandais, Marco était occupé avec le travail du film qui vient maintenant d'être présenté à Cannes. Et on est entré en contact. Je dis, moi je voudrais bien voir ces petites choses. Et Marco, avec une très grande humilité, pas seulement, disait, mais non, ça vaut pas la peine, c'est pas intéressant. Je dis non. Je crois que peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Et donc quand je suis allé au bureau, et là aussi c'est encore je dis ça à part pour ajouter une note de banal autobiographisme. Moi je suis allé au bureau, il y avait seulement la secrétaire de Marco, tout le monde était ailleurs sur le plateau, tourner le film. Et moi je pu toucher les archives, les choses, mais personne ne m'a contrôlé, j'étais dedans 3 heures, contrôlé, vérifié. Et là, j'ai découvert que par rapport à Buongiorno Notte, et ça revient à la question des archives, il y avait plus d'une soixantaine de petits dessins presque expressionistiques à la manière de grands peintres expressionnistiques allemands, où il y avait plan pour plan les moments centraux du film. Et c'était un autre film à part entière. Et si on le regarde comme ça en séquence, on voit que c'est un autre film qui est avec les angles de la caméra, les positionnements, et on peut ça presque monter ensemble. Donc je crois que dans Buongiorno Notte, l'utilisation des archives sort presque de ce travail qu'il avait fait avant sur le papier, car Buongiorno Notte sur papier, c'est presque un cauchemar expressionniste. Après, ça s'éclaircit un peu à travers le film, mais là, il y a tous les côtés sombres du film encore, c'est-à-dire tous les discours, tout l'histoire de ce qui se passait à l'époque avec le Brigade Rouge, comme ça. Et vraiment, Buongiorno Notte, c'est le film le plus passionnant, le plus secret de Bellocchio. Pas seulement car il met en scène un des crimes plus emblématiques de l'histoire récente italienne, mais par la liberté de se rapprocher à ces moments-là, et pas dans une position de banal révisionnisme. Ah, selon moi, c'est ça. Ça, c'est facile à faire. Tout le monde a une opinion. Tout le monde peut exprimer ce qu'il pense. Bon, c'est pas ça. Mais s'engager par rapport à ces moments-là en tant que cinéaste au sommet de son pouvoir de créateur filmique, ça c'est une autre chose. C'est tout. Et l'utilisation dans Buongiorno Notte de la télé, des images télé avec les terroristes qui regardent la télé comme des enfants, c'est presque recréer une scène primaire de l'enchantement des gens qui ne sont pas grandis par rapport à une image d'une enfance perdue, et ces gens-là sont en train de commettre un crime affreux qui marque d'une façon irrémédiable l'histoire italienne, mais eux sont des petits gamins comme ce gamin que vous avez justement cité dans l'autre film Salto nel vuoto, ces petits gamins fantômes qui sont là, qui jouent avec l'histoire, mais qui sont scotchés à la télé par Raphaël Lacara qui chante comme ça. Et c'était drôle quand Marc est venu voir l'exposition, moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec Raphaël Lacara? Moi je l'aimais bien, c'est une femme assez originale, tout ça. Et il a toujours cette humilité ce n'est pas de garder ses secrets, mais de le partager d'une façon assez simple, de dire, bon, je l'aimais bien, il est sympa, il avait cette force dans un cadre d'une Italie plutôt provinciale, comme ça. Et l'archive d'un Marco, c'est presque jamais l'archive exemplaire, le grand morceau d'une TG ou de quelque chose. Non, c'est vraiment quelque chose de presque oublié à côté de la grande histoire, le petit débris qui reste là et qui continue à poser des problèmes. C'est presque la voie oubliée d'une histoire plus grande. Et donc lui, en tant que grand cinéaste, c'est exactement ce morceau qu'il va chercher, pas les trucs que tout le monde voit et dont tout le monde parle.
Et c'est cette discrétion, je veux dire, même quand il aborde des sujets énormes, à faire la force du film. Et dans Buongiorno Notte, il y a vraiment ces jeux de fantômes et de caves. Il y a la cave où Moreau est gardé prisonnier, il y a la cave où le terroriste enferme eux-mêmes, il y a la cave de la société italienne. Et donc, c'est vraiment un système de caves enfermées que la société italienne qui n'arrive pas à dialoguer, mais paradoxalement, c'est l'image d'une société faite par bucata, avec des trous. Ouais, exactement. Et à Locarno, quand on a célébré Marco pour les 50 de Le Poignet dans la poche, il a dit à propos de Buongiorno Notte, j'ai entendu dire, vous savez, l'Italie c'est un pays de complots, il y a toujours quelque chose qui passe, comme ça. J'ai entendu dire que il y a eu un mec de Brigade Rouge qui aurait rencontré le pape pour discuter de la libération de Moreau. C'est quand même assez intéressant. J'aurais aimé bien filmer ces moments-là où les terroristes rencontrent avec le pape. Donc, ça donne aussi la démarche humaine de Marco, de comment imaginer le discours entre quelqu'un de très en haut, quelqu'un de très en bas, mais qui sont tous les deux au bord d'une décision qui changera pour toujours leur vie et la vie du pays. Merci. Peut-être vous laisser la parole. Peut-être Simonet, un mot sur le prochain film de Marco Bellocchio qui sera la quinzaine de réalisateurs à Cannes. Là. No, sì, verrà presentato alla Kensen, si chiama Fai bei sogni. Ci è stato proposto da un produttore italiano con cui l'abbiamo fatto, è un film basato su un libro di una storia vera di un giornalista italiano, piuttosto popolare, diciamo. Sì. Tanto italiano, che quando è un bambino perde la madre e cresce con questa mancanza, con questo vuoto e cerca di difendersi dalla vita per questa mancanza e solo 40 anni dopo scoprirà la verità su perché la madre è morta. Quindi è un film che si muove dagli anni 70 a oggi. C'è la vostra attrice Bérénice Bejo. Alors, le film de Bellocchio qui va être présenté à la quinzaine de Cannes s'appelle Fai bei sogni, donc Fais de beaux rêves. Le film a été proposé par une maison de production italienne. Le film est tiré d'un bouquin italien qui raconte l'histoire d'un journaliste, son histoire vraie. Donc l'histoire de ce journaliste, une histoire assez triste. Quand il était enfant, il perd sa mère. Donc il grandit avec cette manque pendant presque toute sa vie. Et seulement à 40 ans, à 40 ans, il découvre la raison pour laquelle sa mère est morte. Donc on est à nouveau dans un cas d'un film qui dure des années 70 jusqu'à aujourd'hui, donc très long. E al di là di chi ha scritto, insomma, Marco ha trovato dei temi del suo cinema, la madre, la famiglia e il confrontarsi con se stesso, il sogno, insomma, e quindi abbiamo fatto. Abbiamo due bravissime attrici francesi, Bérénice Bejo e Emmanuelle Devos. È una coproduzione con la Francia, con Advita, ma speriamo che vada bene. Tanto il 12 lo vedete se volete a Cannes.
Marco a accepté de faire ce film parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui lui sont chères, hein, qui reviennent dans ces films. Donc, la mère, la famille, la mort et les autres thèmes dont on a déjà parlé. Ça, c'est la raison pour laquelle il a accepté de faire ce film. Il y a 2 actrices françaises qui jouent dans les films, Bérénice Bejo et La Devos. Et il va sortir à Cannes le 12 mai. Donc après, vous pourrez les voir. Ci si può dire una cosa che è affascinante, che Marco Buongiorno Notte è un film che gli è stato proposto, come anche questo, però Marco ha l'incredibile capacità che anche se gli propongono un film tratto da un romanzo, da una storia, se vede in quel film anche una piccolissima cosa che lo riguarda, lui riesce a prendere quella cosa, a farla sua, a trasformarla e non diventa più il film che gli hanno proposto, ma diventa un film di Marco Bellocchio. Come solo i grandi registi sanno fare. Quand Marco Bellocchio reçoit des propositions de films, normalement s'il accepte un film même s'il est tiré d'un roman, c'est parce qu'il voit dans ces films ou dans ces romans une thématique qui lui est très, très proche. Et donc voilà les talents de Marco de transformer un film ou un roman dans quelque chose de très personnel, parce qu'il arrive à faire entrer dans lui la thématique qu'il a touchée, à la élaborer et la faire propre. Non siate timidi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Posso porre prima la domanda in italiano? Abbiamo parlato prima dei disegni... A chi la poni la domanda? Dunque, A Giona. Sì. Parlavamo prima dei disegni preparatori al film Buongiorno Notte, e un po' sullo stile anche espressionista, cioè questa espressione del sentimento nei disegni che poi corrispondevano un po' a dei plan delle scene stesse dei film. Questo lavoro preliminare alla realizzazione vera del film era utile effettivamente come, diciamo, prima oggettivazione del sentimento che poi si rivedeva anche nel film stesso, e cioè quindi era importante tradurre prima in disegni, diciamo, ciò che poi sarebbe stato tradotto in immagini con la realizzazione del film. Moi, je peux pas. La question de la. La question de la dame concerne la stratégie de Marco de dessiner avant de tourner certaines scènes du film et de préparer. Donc la question c'est si c'est vraiment nécessaire de ce passage pour objectiver, visualiser devant les yeux le film. Moi je ne peux pas répondre à la place de Marco. Moi je réponds en tant que critique de cinéma. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas forcément une relation directe entre son art de peintre et de dessinateur. Mais je crois que c'est assez fascinant car c'est donner le luxe, mais c'est que mon opinion de critique de cinéma, c'est donner le luxe de regarder son film à travers des yeux différents. C'est-à-dire, il s'agit toujours du même film, mais c'est presque comme l'observer à travers un angle inusuel. Dans les cas spécifiques de Buongiorno Notte, quand j'ai eu la possibilité de la voir, j'étais vraiment surpris. Car là, il faudrait vraiment quelqu'un qui se prend soin de faire un étude comparable, car il y a vraiment deux plans sur les films qui sont complètement différents de plans sur papier, mais
il y a aussi de petits extraits de dialogues qu'on entend dans le film qui sont donc dans le cas de Buongiorno Notte il y a un véritable dialogue, mais c'est pas une utilisation du dessin comme une storyboard, c'est-à-dire une moyenne pour éviter de dépendre plus d'argent sur le plateau, savoir exactement où on va placer la caméra de cette façon que si le réalisateur ou le chef-op viennent et dire ok on va essayer ça, le producteur peut dire non, on va faire ça, c'est ce qu'on a prévu sur le storyboard, on ne bouge pas. Non, c'est vraiment une sorte de dialogue entre lui et lui-même. Sur c'est ce qu'il est en train de faire. Mais c'est que mon opinion de Marco est beaucoup plus humble par rapport à ça. Il dit qu'il s'amuse. C'est une façon de se détendre avant le tournage. Donc mais pour nous, en tant que cinéphiles et gens qui aiment le cinéma de Marco, ça c'est vraiment un endroit assez secret de son travail. Et j'aimerais bien que vous aurez eu la possibilité de voir aussi le tableau que Marco a réalisé quand il était très jeune. Car par exemple, il y a tout ce que Pier Giorgio disait par rapport à la famille en tant que lieu où le cinéma de Bellocchio prend forme. Il y a aussi dans les tableaux, il y a ces petits antérieurs, petits bourgeois un peu oubliés un peu loin de grandes villes. Il y a vraiment déjà le cœur de l'œuvre de Marco Bellocchio. Et c'est un peu pitié qu'il n'a pas continué à peindre comme ça, même s'il y a une légende urbaine qui veut que ton père est en train toujours de produire des choses, de dessiner comme ça. Mais c'est vraiment un aspect assez passionnant de son œuvre, vraiment. Giorgio, dimmi se sbaglio, perché i disegni servono, come dici tu, proprio a lui per iniziare a immaginarsi le emozioni, le cose, poi cambiano perché arriva sul set che è stato in piedi tutta la notte a riscrivere la scena e nelle battute a rifare i disegnini e quindi ci sorprende sempre poi. Quindi... Marco nasce come pittore. Est-ce que le dessin sert à Marco Bellocchio pour visualiser la scène qu'il doit tourner le jour d'après? Il primo strumento visivo con cui Marco si confronta 17enne è la pittura. Lui comincia la sua avventura nel mondo delle immagini con la pittura a olio, non i disegni, cioè proprio quadri veri e propri, piccoli quadri ma di cui c'è una produzione molto, molto, molto grande, e questa maniera di guardarsi dentro e di guardare le proprie immagini disegnandole è qualcosa che continua per tutta la sua vita fino ai giorni d'oggi, come dice Giona. La première approche de Marco Bellocchio aux images et à l'univers des images à 18 ans, c'est à travers la peinture. Donc il faisait de peinture, donc il y avait ces rapports à l'image déjà à l'époque. Donc c'est sa façon de se regarder à l'intérieur, de s'exprimer, c'est quelque chose qu'il a continué à faire jusqu'à aujourd'hui. Circa 6 mesi fa, questo è un piccolo aneddoto, mi ha chiamato una casting che ha lavorato tanti anni con Marco negli anni '80 dicendomi vieni a casa mia perché ti devo dare una cosa, sto cambiando casa e voglio darti una cosa. Allora io sono andato a trovare questa signora e questa signora mi ha dato una cartella dove dentro ci saranno stati 120-130 disegni, dai disegni che andavano dal 1961, 62, 63 fino a 1990. Ovviamente non erano tutti e nessuno di quei disegni riguardava un film che ha fatto. Erano disegni, le sue immagini, cavalli, soldati, cavalieri, donne, tribunali, preti, e ovviamente tutti belli. Erano disegni che erano disegni di un artista, non erano disegni di uno che si mette a fare un disegno perché deve passare il tempo. Il y a 6 mois, j'ai été contactée par une femme chargée du casting qui a travaillé beaucoup d'années avec Marco, surtout dans les années 80.
et elle m'a dit qu'elle devait déménager et donc elle avait quelque chose à me donner. Elle m'a donné une pochette avec 130 dessins qui ont été faits par mon père à partir des années 60 jusqu'aux années 90. Il n'y a pas d'images dans ces dessins qui font référence à un film qui n'a jamais tourné. Donc c'est des images très différentes des femmes, de prêtres, de chevaliers. Voilà. Et c'est des très beaux dessins. Donc c'est les dessins d'un artiste, un vrai artiste peintre. Si je peux ajouter un tout petit mot par rapport à un film comme Le Diable au corps, que pour moi c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, je ne me vais pas répéter, mais c'est le film de la lumière. Et pour moi, Le Diable au corps, c'est film blanc, presque vide. Par contre, les dessins qu'il a fait pour préparer le film sont pleins de couleurs. Et à tel point qu'on a utilisé ces dessins pleins de couleurs pour ce film vide, blanc, pour la couverture de ce catalogue qu'on avait fait qui est sur l'exposition que Simone m'a aidé à réaliser en me donnant accès au matériel de Marco Bellocchio. Je vais utiliser cette occasion publique pour le remercier, car j'étais... Non, c'est drôle. J'étais à Cannes, en bas, là, dans la cantine. Je viens de recevoir un coup de fil de lui qui était en pause pendant le tournage assez compliqué. Il a trouvé le temps pour me faire un coup de fil. On ne se connaissait pas. Et donc, merci. Il fratello di Marco è nato nei primi anni 70, per cui Marco avrà avuto, insomma, Marco è del 36, per cui non aveva neanche 30 anni. Si chiamava Camillo, era il suo gemello ed era nei racconti della famiglia era un insegnante di educazione fisica, un uomo completamente diverso da Marco. In tutte le foto che ci sono della campagna, diciamo, di promozione dei Pugni in Tasca, Camillo c'è sempre, per cui parliamo di un rapporto veramente molto 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 stretto. Donc il s'appelait Camillo, il avait 30 ans quand il est mort à peu près. Et ils étaient très liés dans toute la promotion du film Il Pugno in Tasca. Il y a des photos dans lesquelles il y a Camillo. Et il était très différent de Marco. Par exemple, de métier, il était professeur de gym. Marco aveva, perché adesso aveva altri 7 fratelli. Per cui parliamo di una famiglia molto numerosa. E l'unico sempre presente era Camillo. Marco Bellocchio avait 7 frères, donc c'est vraiment beaucoup, mais le seul qui est toujours présent, c'est son jumeau. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si Marco Bellocchio avait connu des moments d'inactivité douloureuse et qu'est-ce qu'il en faisait. Et un petit peu une autre question qui va avec, est-ce qu'il a écrit sur le cinéma ? Théorie ou comme les Français le font parfois, des notes sur le cinéma. Est-ce qu'il y a dans sa carrière comme ça des moments où il n'a pas pu réaliser ses projets? Qu'est-ce qu'il fait comme dans ces cas-là? No, direi di no. Ha avuto dei periodi in cui la gestazione di un film magari è stata più faticosa, più lunga, più lenta rispetto ad altri che magari si sono realizzati più velocemente. È un artista che ha un numero di idee che è molto superiore alle possibilità pratiche dell'uomo di realizzarle, per cui ci sono progetti di Marco non realizzati, ma non sono progetti non realizzati perché non è riuscito a realizzarli, ma perché poi mentre pensava a quello ne è passato di fianco un altro che lo affascinava di più. Della sezione soggetti. Cioè, nel senso, quando parliamo di idee, nel senso che Marco è uno che ha finito di girare questo film. Tanto puoi dire questa cosa. La gestation, c'est ça? Oui.
Donc la gestation de certains films a été très douloureuse et parfois très, très lente. D'autres fois, ça a été beaucoup plus rapide. Mais Marco, c'est une personne qui a tellement beaucoup d'idées que toutes ces idées ne peuvent pas devenir de films. Donc c'est quelqu'un qui a toujours des projets, et s'il n'a pas réalisé des projets, c'est pas parce qu'il y a eu des difficultés ou il était frustré parce que les projets n'étaient pas réalisés, c'est juste qu'il a trop d'idées e trop di proposizioni dans sa tête. Quando parliamo di idee, Marco ha finito di girare questo film che presenteremo a Cannes alla fine di agosto dello scorso anno e sono passati quindi all'incirca 8 mesi. In questi 8 mesi Marco ha scritto altri 2 soggetti per altri 2 film, un soggetto per una serie televisiva che magari non realizzerà mai, e ha cominciato a scrivere il trattamento del suo prossimo film. Tutto questo montando il film precedente, andando in giro per il mondo a presentare anche Sangue del mio sangue, che è andato a Venezia. Quando parliamo di uno che pensa solo a cinema da quando si sveglia la mattina, in realtà anche quando dorme, cioè è proprio un ciclo continuo. Esattamente, capito? Cioè, per cui quindi è inesauribile, ed è ciò che lo mantiene ancora non solo vivo, ma di una vitalità che fa invidia a molti giovani registi italiani. Mais infatti, c'est exactement ça, c'est ce que... pardon. Les Italiens, quand ils commencent à s'entrecroiser. Marco Bellocchio a terminé le tournage de film qu'il va présenter à Cannes le mois d'août 2015, donc il y a même pas un an. Et entre-temps, il a écrit 2 scénarios pour 2 films, un scénario pour la télé. Il a fait les montages de son nouveau film. Il était partout à présenter ses films, et il a aussi eu une idée pour un autre film. Donc c'est quelqu'un qui vit de cinéma, qui pense toujours au cinéma, et surtout il est plein de vitalité. Et c'est ça qui les rend vivants et vifs. Mais voilà, il est tout le temps sur le cinéma. Donc c'est normal qu'il ne peut pas tout faire. Parliamo di un ragazzo di 77 anni. Il a 77 ans. Sì, che però quando finiamo il set alla sera, lui è ancora forte, tutti i trentenni sono stesi per terra, morti. À la fin de la journée de travail, il est encore bien vivant et les jeunes sont morts. E sfotte pure, non è solo e si moque dei jeunes. Dice, ma io potevo fare anche 2 ore di straordinario, siete voi che vi volete fermare? Il dit, on pourrait travailler encore 2 heures, faire des heures sup, et vous voulez pas. E ti guarda, non ti fa, sei stanco, strano. Io sono invece voi giovani d'oggi, vai a dormire, vai. E considera che lui vuole arrivare sul set 1 ora prima di tutti gli altri. Marco Bellocchio veut arriver au moins 1 heure avant tout le reste sur les sets le matin pour commencer. Per capire come cambiare le carte che ha concordato la sera prima, è sempre quello l'obiettivo. Per Marco è uno che lui scrive una scena e tu leggi questa scena di 4 pagine con i dialoghi, tutto, ne parli, poi tu vai a dormire, tu ti svegli la mattina dopo, arrivi sul set e la scena è completamente cambiata. Non è che è cambiata una parola, è cambiato tutto. Ora, io io spesso mi trovo sui film che faccio con Marco a trovare i miei colleghi che magari è il primo film che fanno con Marco, che vengono da me e mi guardano e dicono: cioè, cosa facciamo adesso? E io li guardo e gli dico: affidatevi, lasciate che lui vi dica che cosa fare, fate quello che vi dice lui e basta, perché è così, non puoi fare altro. Il dit qu'en fait, il adore les soirs d'avant, après qu'il a concordé les travaux 2 jours d'après avec ses acteurs, changer et les scénarios et la mise en scène. Donc les jours d'après, ils arrivent et ils sont un peu, ils savent pas trop quoi faire. Et donc voilà, pas de problème, il faut juste le suivre et voilà. Perché Marco ha una visione di quello che lui vuole, che è di una precisione assolutamente che io nella mia vita non ho mai trovato in nessun altro regista. Cioè, Marco sa precisamente quello che vuole e che magari gli è venuto in mente mezz'ora prima.
Il a une vision très précise et très lucide de ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut totalement se donner à lui parce qu'il sait ce qu'il veut. Il est très lucide et en même temps, il peut avoir cette vision des meilleurs avant de tourner la scène. Donc, pour ça, on ne peut pas se préparer les nuits d'avant. Je n'avais rien à ajouter. Je voulais simplement dire que, en tant que cinéphile, quand j'ai vu la première fois Sangue del mio sangue, j'étais vraiment, comment dire, vraiment hyper surprise. Ça décrit même pas ce que je pouvais, car c'est un film qui est un défi contre toutes les conventions du cinéma italien, contre la convention du scénario, de la structure linéaire. C'est un film d'un maître qui a déjà bouleversé plusieurs fois le cinéma italien. Pour moi, pour expliquer, pour moi c'est le cinéma de Marco Bellocchio. Je pourrais dire une anecdote très rapide. Il y a Miles Davis qui vient d'être invité à la Maison Blanche quand il s'assied à côté d'une dame qu'il ne connaît pas. Il dit, moi je suis tel. Et vous êtes qui? Et Miles Davis répond, oh bon, moi je révolutionné 4 ou 5 fois les cours de la musique. Marco Bellocchio a fait la même chose au cinéma italien et au cinéma européen. Il l'a révolutionné 4 ou 5 fois comme ça. Et il continue à faire. Et un film comme Sangue del mio sangue, c'est la preuve qu'il est toujours en train de se mettre en discussion sans cesse, comme ça. C'est son énergie vitale de se mettre en discussion et ça donne toujours des films incroyables et des films aussi secrets comme Pier Giorgio disait justement avant, Sorelle Mai par exemple, qui est un de ces films majeurs, même si la critique italienne ne s'est presque même pas aperçue de ça. Si, une dernière question, et s'il y en a plus, je propose qu'on arrête là, si ça vous va. Il y avait la question par rapport il y a une... aussi de Marco Bellocchio. Il y a une question aussi là-bas. Et oui, par rapport aux écrits, est-ce qu'il a écrit sur le cinéma? Non. No. Che io sappia, no. Bon, non lo so, però non... Bonsoir. Moi, j'aurais 36 000 questions sur un film, mais donc je n'en ai finalement aucune. Mais j'aimerais bien que vous me parliez de L'heure de religion, le sourire de ma mère. Est-ce que le début du film, est-ce que vous avez une idée de comment est venue en tête l'idée de ce film et peut-être la première scène du film à Marco Bellocchio? Io non lo so, però so che l'agente dell'attore principale, quando gli fecero leggere il copione, disse non ho capito niente, però è bellissimo. Ma parliamo della scena col bambino? Quella del ecco, lei purtroppo L'ora di religione, nel lungo rapporto tra me e mio padre, lungo almeno quanto la mia vita, c'è stato un periodo, piccolo periodo, di scontro feroce, come ci può essere tra ogni figlio e ogni padre. E quel periodo ha coinciso con L'ora di religione e Regista di matrimoni. Per cui io sono due film a cui io non ho partecipato. Per cui non ho gli strumenti per poter approfondire la sua domanda. Forse più Giona può dare un'opinione da critico. Come è nata? Non lo so, non c'ero. Neanch'io c'ero, però come... Pier Giorgio, comme s'avère très souvent entre père et fils, un petit moment difficile avec son père, et c'est vraiment les moments de L'ora di religione, et donc pour cette raison il ne peut pas vous répondre parce qu'ils n'étaient pas dans cette famille cinéma, on va dire, à ce moment-là.
Certamente anche quello è un film che al suo interno ha una serie di elementi fortemente legati alla sua vita. I fratelli, la madre del film è la madre di Marco. Questa madre così ambigua, questa santa che però agli occhi del figlio non ha nulla perché diventi santa. Certamente il protagonista della loro religione è facilmente ipotizzabile che possa essere Marco. Io rivedendo il film ho visto dentro nella scena iniziale quando c'era il bambino che parlava da solo nel terrazzo e che dice quella cosa assolutamente straordinaria, no? Quando dice papà, se Dio è dappertutto io non posso mai stare da solo, non posso mai stare per conto mio. Io vedendo il film in quel bambino io mi ci sono riconosciuto. Però queste sono tutte cose che posso diciamo, in sala c'è qualcuno che ha fatto l'ora di religione, però non penso che verrà mai a parlare qua sul palco e quindi le sue domande, però ci sarà occasione sicuramente di poterle fare direttamente a Marco in futuro. Però non lo so. Io avevo 15 anni. Sì, lo so che tu avevi 15 anni, questo è un altro discorso. Dans ce film, il y a toutes les thématiques qui sont chères à Belloc, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la famille, et en particulier, il y a ses frères et surtout cette figure de la mère, qui est en réalité la mère de Marco de Bellocchio. C'est une figure de mère très ambiguë. Elle doit devenir sainte, mais en fait, lui, l'enfant, ne voit pas comment elle peut devenir sainte. Et Pier Giorgio dit que dans la première scène, donc il y a l'enfant sur la terrasse qui dit mais si Dieu est partout, quand je puis être seul? Alors Pier Giorgio reconnaît soi-même dans cette scène. Et puis il dit qu'il y a probablement dans la salle quelqu'un qui peut répondre à cette question, mais que c'est pas lui parce que c'était pas un moment de contact avec son père. Gli unici 2 film che mio padre ha fatto con Castellitto io non ho partecipato. Les seuls films que mon père a fait avec Castellitto, moi j'ai pas participé. Tutto il resto posso dirti tutto, ma su quelli... Je peux rien dire. En tout cas, c'est une des plus belles ouvertures de films du cinéma, effectivement. C'est une scène magnifique, qui est très, je trouve, qui est très très forte. On en reste là? Adesso noi stasera vedono Buongiorno Notte. Sì. Merci beaucoup. Merci.